de vous les partager. Surtout que j'ai en particulier deux études que je trouve utiles. L'une qui a été faite sur la base d'utilisateurs de Microsoft Copilot, que vous connaissez. Et puis l'autre, c'est le World Economic Forum, qui a réfléchi et voir justement qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, je sors du domaine technique, mais je crois que c'est utile. J'avais des slides, mais je vous ai entendu tout à l'heure parler du RAC, donc il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que vous êtes plutôt un public éclairé. OK? Alors, donc moi, je suis à l'Université de Bordeaux. Vous tous, à peu près, vous connaissez Bordeaux, ne serait-ce que par le foot lorsque Bordeaux était Bordeaux, parce que ce n'est plus le cas. Je suis enseignant-chercheur, je suis prof d'université. Bordeaux, c'est au sud-ouest. On a une université plutôt orientée recherche, on appelle ça. On a une dizaine d'universités orientées recherche en France, donc on fait partie de ces 10-là. Multidisciplinaire. Je suis dans une équipe de recherche, dans un labo en France. La recherche est organisée en termes on a des organismes nationaux. Vous entendez beaucoup parler de CNRS, de INRIA peut-être. Il y a INSERM pour tout ce qui est application en santé. Alors, moi, je suis dans un labo INSERM, mais on sera bientôt aussi labellisé mon équipe INRIA, et je co-dirige une des équipes de recherche qui faisons des sciences de données pour la santé. Et pas de côté enseignement, je suis à l'école de santé publique parce qu'en général, les applications que je fais, c'est autour de la santé publique en général. Je fais ce qu'on appelle de l'IA symbolique. De l'IA symbolique, ça veut dire que je manipule beaucoup des graphes et on fait de l'apprentissage sur le graphe, sur plusieurs applications. On a un master, je viens de sortir d'un cours en informatique de santé, mais on a aussi un master cohabilité avec McGill qu'on appelle Public Health Data Science. C'est des gens qui, là, c'est en anglais qu'on enseigne et je m'occupe en particulier d'un cours sur le web, des données qui ne sont pas traditionnelles pour faire de la santé. Assez rapidement, donc vous savez que, évidemment, le concept de IA, ça ne date pas d'hier, hein, depuis dans les années fin 40, 50, 50, 56, très exactement. Et du coup, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu une énorme augmentation de la capacité de calcul et du fait qu'on a aussi beaucoup de données numériques. Donc, ça permet évidemment de nourrir les approches d'IA en général. Donc, ça, c'est un petit rappel. Et vous savez aussi que tout à l'heure, vous parliez du RAG, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus des manières de combiner ce qu'on appelle l'approche statistique de l'IA versus l'approche symbolique. Donc, en particulier, en passant justement par des systèmes type RAG, parce qu'on va contraindre les résultats dans une base de connaissances ou base de données qui est, elle, curée, experte, validée. Voilà, donc on a les trois sortes. Généralement, on a même maintenant une troisième sorte parce qu'on parle beaucoup plus depuis 2025 de Agentic AI. Donc, on va orchestrer différents types de services pour pouvoir travailler. Donc, on a une IA, on a des données, on va apprendre sur les données sorties de la connaissance. On a une IA, c'est de la connaissance experte avec des règles logiques pour déduire de la nouvelle connaissance. Et puis, vous avez l'IA générative. Aujourd'hui, on en parlait, vous en parliez tout à l'heure, où on a fait apprendre, c'est classiquement de l'IA statistique, mais on l'a fait apprendre sur des gros corpus de données, du coup, pour calculer des contextes de termes en général ou des contextes de nœuds, et ça nous permet de générer des choses. Ce dont je vais parler ici, c'est plutôt autour des enjeux. Vous savez, pour mentionner le contexte, vous savez que l'Université de l'Abbé, en ce moment, vous avez dû voir sur Internet, le ministère de Guinée, le MASRI, communique beaucoup sur les nouveaux masters. Et on sait qu'il y a un gros souci de formation autour des applications, des mathématiques, applications des mathématiques et d'IA en général. Donc, il y a l'Université de l'Abbé qui vient de proposer un master en sciences de données et IA pour le développement sociétal. Et du coup, ce que je veux dire là, c'est justement voir potentiellement les enjeux de formation dans ce secteur-là et aussi l'impact qu'il y a du fait qu'on a de plus en plus l'IA qui arrive dans nos vies de manière générale. Et surtout, j'espère pouvoir lever quelques points d'attention qu'il va falloir faire, auxquels il faut faire référence. Beaucoup d'entre vous sont très jeunes, sont encore soit en formation ou sont des jeunes ingénieurs, et donc ne pas
ne pas faire l'erreur, justement, voilà, de passer tout son temps à faire des frameworks, et il faut plutôt apprendre le noyau de la science. C'est ce qui est important, c'est ce qui est pérenne, c'est ce qui ne bouge pas. Ça, je vais le laisser, ça sert à rien. Donc, il y a un framework, en fait, qui existe, qui permet de réfléchir sur les enjeux d'utilisation en général des nouvelles technologies, compris, il y a en particulier dans la formation, formation, que ce soit initiale ou la formation continue. Comme vous savez, c'est l'UNESCO qui est l'organe international qui travaille sur ces questions. Et depuis ce qu'on appelle le consensus de Beijing, ils avaient réfléchi justement à quel framework mettre en place et aux dispositions des différents pays pour faire ça. Depuis, il y a eu plusieurs outils, pardon, il y a eu plusieurs outils qui ont été mis en place, plusieurs frameworks pour aider les pays non seulement à évaluer leur situation, leur niveau, en gros, de préparation vis-à-vis de l'IA, aussi leurs citoyens, la gouvernance de l'IA, etc. Donc là, je vous ai listé quelques-uns. Vous avez notamment ce qu'on appelle le Readiness Assessment Methodology, RAM, de l'UNESCO. Vous avez le Ethical Impact Assessment pour voir justement est-ce qu'on utilise plutôt des outils qui respectent un certain nombre de principes éthiques qui ne violent pas les principes de la vie privée. On sait que plusieurs pays, hélas, aujourd'hui, utilisent de la reconnaissance faciale et notamment de la surveillance aussi en ligne sur les réseaux sociaux sans pour autant qu'ils aient demandé l'autorisation des citoyens. Et puis, vous avez un autre outil qui a été mis à disposition par le PNUD qu'on appelle ELA, Artificial Intelligence Landscape Assessment. C'est en gros pour évaluer les niveaux de préparation des pays. Et d'ailleurs, je sais qu'actuellement en Guinée, cet outil est utilisé par le PNUD pour aider le ministère des Télécoms pour évaluer justement l'état, faire un état des lieux de l'IA en Guinée, qui est censé nourrir théoriquement une prochaine stratégie IA du pays. Et vous avez quelque chose de plus spécifique. Le LA, il a été utilisé dans plusieurs pays, notamment au Vietnam, dont les résultats sont sortis, qui a analysé vraiment la situation du pays. Je ne vais pas revenir sur ces détails. Vous avez ce qu'on appelle le AI Talent Realnet Index. Ça, c'est spécifique Afrique. Et je vais vous montrer quelques résultats parce que ça me semble intéressant, deux en particulier. Et donc, pour le ELA, en fait, vous avez trois composants principaux. En gros, vous avez tout ce qui est gouvernance, vous avez l'éthique et vous avez l'écosystème généralement, donc les données, les talents disponibles, l'infrastructure disponible, etc., etc. Et si je reviens sur le AI Talent Readiness Index, qui a été un framework qui a des indicateurs différents qu'ils évaluent sur trois différents volets. D'abord, en termes de compétences dans le numérique, les infrastructures et les données disponibles, et d'un point de vue, toute loi, la législation disponible, etc., etc. En gros, c'est de voir à quel niveau voilà, le pays se situe sur ces enjeux-là. Et là, je vais vous montrer les résultats, et ça c'est très nouveau, hein, ça date de 2025, donc c'est sur des données jusqu'en 2024. Et ce qui est intéressant de regarder, j'ai pointé la Guinée, on est là, donc vous voyez en fait, c'est ordonné bien sûr, plus c'est rouge, plus c'est foncé, mieux c'est, quoi, globalement. Et donc vous voyez, la Guinée, elle est ici, elle se retrouve quasiment, quand même très loin, il faut l'avouer, sur les index. Mais il faut en même temps comment on appelle, l'atelier, parce que certaines données, la Guinée ne les a pas fournies, ne sont pas disponibles. Donc, on ne peut pas de facto dire que c'est quelque chose d'absolu, ok? Parce que peut-être que si elle avait fourni des données manquantes, on aurait peut-être remonté. Mais c'est juste pour vous montrer, parce que ça permet un peu de nuancer aussi très souvent ce que les autorités locales survendent régulièrement. Ça permet d'avoir une vue objective selon les indicateurs internationaux. Ça nous permet de comparer où on en est. Et c'est ce que je vous montre ici. Par exemple, si je prends le volet, oh là là, là, c'est pas Vietnam, c'est Guinée que j'aurais dû mettre. Si je prends le volet, par exemple, digital, le digital literacy, le digital skill, donc le niveau on est quand même très loin parce qu'on est à 49e, on a 3,5. Et donc ça, en l'occurrence, ils ont les données. Donc là, vous voyez, sur l'ensemble des pays africains, les 54, on n'est quand même pas très, très bon. Donc c'est pourquoi il faut garder ça en tête quand on parle souvent de numérique dans nos pays. Et un autre index qui est très important, c'est l'index de la connectivité qui est fait par le GSMA. Le GSMA, c'est
le réseau international des opérateurs mobiles. Et là aussi, j'ai pris des chiffres et comparé avec la sous-région. Vous voyez, en gros, plus c'est vert sombre, plus c'est vert foncé, mieux c'est, en fait, globalement, OK? Et donc, on peut voir ici que nous, on est plutôt vert clair, OK? On n'est pas, heureusement, blanc, mais on est vert clair. Et ce qu'on peut retrouver, on a Guinée, l'index, il est à 38,5, à peu près, donc, on va dire 39, tandis que le Sénégal, le voisin immédiat, et donc compétiteur immédiat, il est à 51, c'est quand même un gap. Et quand je prends l'Afrique du Sud, qui est un des moteurs africains sur ces index, à côté de l'île Maurice, etc., ils sont à 71. Donc ça, je l'ai fait pour vous montrer la différence et où on peut situer la Guinée sur ces enjeux-là. D'accord? Et si on regarde également le niveau de diffusion de l'IA au sein de l'économie, donc le niveau d'adoption de l'IA au sein de l'économie, là, en l'occurrence, en gros, plus c'est bleu foncé, mieux c'est, plus on tend vers le rouge, c'est moins bon, quoi. Et donc là, la Guinée se retrouve dans le rouge, le Sénégal est aux zones, dans la couleur jaune, entre 10 et 20%, nous, on est entre 0 et 10%, on est à peu près autour de 8-9%, hein, juste pour vous donner les chiffres. Et à titre de comparaison, si je prends des pays très avancés comme l'UAE, là, enfin, vous savez, là où il y a Dubaï, on est à 60% quasiment, et Singapour à 50%. C'est le meilleur pays, il dépasse même les pays, plusieurs pays dits occidentaux. OK? Donc là aussi, un indicateur très intéressant à prendre en compte et à garder en tête, ça permet d'atténuer un petit peu ce qu'on entend ici et là. Et donc, en gros, on vous montre, selon les couleurs que j'avais précédemment, et aussi le niveau, le nombre, par exemple, on a 1,2 milliard d'utilisateurs d'outils IA, parmi lesquels, évidemment, de l'IA générative, ChatGPT, DeepSeek, etc., Claude, etc. Le nombre de gens qui ont accès à Internet, les data centers disponibles. Donc, on sait qu'en Guinée, vous avez un data center public qui vient d'être mis en place, mais qui a une capacité de stockage, si j'ai bien compris, de 100 Tera, qui est relativement petit, on va dire, mais c'est déjà un bon pas, puisqu'à côté au Sénégal, les data centers publics, ils sont autour de 1000 et quelques, et en Côte d'Ivoire, ils sont à 2000. Mais je n'ai pas compté ici les capacités de stockage qui se trouvent à la GILAB, parce que je sais qu'ils mettent à disposition aussi des données. Mais ça, c'est des infos à garder en tête, puisque quand on parlera d'IA, il va falloir stocker des données massives très souvent, pour alimenter les modèles qui doivent travailler. Donc ici, je vous montre un autre indicateur important, c'est bien sûr tout ce qui est infrastructure, énergie, et donc l'accès à l'énergie et la capacité installée. Évidemment, nous tous, nous savons les difficultés que le pays souvent a. Vous avez ici, en fait, on se retrouve dans la case entre 40 et 60% de disponibilité de l'énergie. Sénégal à côté, ils sont entre 60 et 80%. À chaque fois, j'essaie de vous comparer avec les voisins immédiats, la Côte d'Ivoire pareil, entre 60 et 80, parce que aussi, évidemment, quand on parle de ce genre d'enjeu, il faut toujours garder à l'esprit, en fait, on n'est plus en vase clos. On est dans un écosystème où on est en concurrence avec y compris nos pays amis. Donc, si on perd ça de vue, eh bien, évidemment, on risque de se tromper globalement. Donc, maintenant, je reviens sur les deux études dont je vous parlais. Et en particulier, la première, vous pouvez retrouver en ligne ce papier parce qu'il est open access. C'est Microsoft qui a fait une recherche sur la base de 200 000 utilisateurs de Copilot qu'ils utilisent entre janvier et septembre. Donc, ils ont essayé... Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois quelqu'un parle de connexion. Oui, on vous entend, c'est peut-être dans la salle. On vous entend, C'est correct. OK, très bien. Donc, vous avez là les données qui ont été utilisées, c'est 200 000 utilisateurs anonymes de Copilot entre janvier et septembre 2024. Et ce qu'ils ont fait, c'est que le ONET, c'est la liste, c'est la base de données des compétences métiers qui existent aux États-Unis, mais on pourrait évidemment corréler ça avec une base de données de compétences métiers qui existe en Guinée. Sauf que celle-là, elle n'existe pas, c'est ce que j'ai appris. Mais en tout cas, en gros, c'est les différents types de métiers, en fait, hein, qu'on pourrait avoir.
Et donc, en gros, aussi, c'est comment ils ont interrogé l'IA générative pour aider à traiter un certain nombre de questions. Et notamment, l'enjeu, c'était de voir quel était le type de tâches qui pourraient potentiellement être remplacées bientôt par l'IA ou plus tard par l'IA. Et donc, il y a des enseignements intéressants qui sont sortis de ça. D'abord, les gens utilisent très souvent ce type d'outils pour collecter de l'info, les aider à faire de la rédaction, faire du code par exemple, écrire des rapports, etc. Pouvoir aussi échanger avec des gens. Et puis, l'IA, justement, c'est de pouvoir répondre à ces questions, d'apporter du complément d'information, aider à écrire, pouvoir enseigner sur différents topics, thèmes, etc., etc. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit ce graphique, qu'est-ce qu'il montre? C'est que, en gros, quand on utilise l'IA et que vous avez un gain à peu près, en fait, vous avez un index, voilà, vous avez une barrière, c'est-à-dire au niveau de laquelle l'IA est très utile à utiliser parce que ça nous aide à être un vrai complément. Cette barrière, c'est 30% de niveau d'automatisation. Quand on dépasse ça, très souvent, c'est danger, en fait. D'accord? C'est assez risqué, etc., etc. Ça, c'est le premier enseignement qu'il faut avoir. Et puis, le second enseignement, c'est les types de boulot qui sont censés, donc en fonction, alors encore une fois, c'est une étude qui est basée sur des utilisateurs de Microsoft Copilot, donc ça ne représente pas nécessairement le monde entier, mais en tout cas, il y a 200 000 utilisateurs, donc ça pourrait être un échantillon conséquent sur lequel on pourrait tirer des conclusions. Donc, vous voyez ici un certain nombre de métiers, sur lesquels il y a un haut risque potentiellement d'être remplacé par de l'IA. Évidemment, vous le savez très bien, c'est tous les métiers de vente, du développement également, hélas, et il y a plein de développeurs autour de la table. Tout ce qui est aspect comptabilité, des métiers de traduction, vous voyez, on a les traducteurs assermentés, etc. Ça, c'est des métiers, des interprètes qui sont très en danger parce qu'on voit bien maintenant plein de conférences, il y a de la traduction automatique qui est utilisée grâce à de l'IA et de l'IA générative en particulier. Donc ça, et donc, aussi, bon, ça, je vais la passer, je pense que ce n'est pas très utile. Ce qu'il faut dire, en fait, quand on utilise l'outil IA dans un sens où il est utilisé pour augmenter notre capacité, c'est intéressant, mais quand on l'utilise à la place d'eux, ce n'est pas très intéressant. Globalement, c'est ça, en fait, l'enseignement qu'on tire d'ici. Donc, en gros, quand on utilise l'IA pour complémenter ce qu'on fait, donc, nos tâches, voilà, c'est très bien, et que ce qui a été aussi montré, c'est que la plupart des métiers qui sont, plus on a des métiers manuels, moins l'IA peut les remplacer. Plus on a des métiers automatisés, donc, et en particulier beaucoup de métiers scientifiques, plus on a la capacité d'avoir de l'IA en fait qui les remplace. Évidemment, vous savez, je le disais très tôt au départ, il y a un gros enjeu aujourd'hui autour de ce qu'on appelle l'IA agentique. Comment on va orchestrer justement différents types de services. On va poser une question, plein de services vont se débrouiller pour nous ramener une réponse. Et on sait que dans pas longtemps, donc ça c'est arrivé là, c'est 2025, ça commence, mais on sait que ça va se répandre énormément et que justement c'est ça qui fera que beaucoup de types de jobs vont être remplacés parce que tout simplement, chacun de nous va avoir plein de petits agents, en fait, qui va utiliser dans son quotidien, qui va l'aider à acheter des billets d'avion, qui va l'aider à envoyer, à répondre à ses mails sans qu'on ne soit vraiment nous-mêmes sur la tâche. Et même peut-être, les prochaines présentations que je fais faire, ça va être un agent qui me remplace, qui va faire mes présentations parce que je vais lui fournir, en gros, toutes les présentations précédentes que j'avais faites. Donc, je vais l'entraîner. Et comme ça, quand Indaba X va me solliciter, je vais leur donner juste l'argent. Il pourra faire la présentation et discuter et répondre aux questions à ma place. Donc, ça, c'est des enjeux dont il faut prendre en compte. Et surtout, moi, ce à quoi je veux vous sensibiliser ici, c'est quel type de compétences qu'il faut avoir, quel type de choses il faut apprendre quand on est
à l'école, quand on est à l'université. Parce que je vois très souvent beaucoup de jeunes très orientés sur des frameworks. C'est très bien les frameworks, mais on apprend en général les frameworks quand on a appris d'abord les bases, quand on a appris les bases conceptuelles, les bases théoriques, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Évidemment, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que on est sur des... En fait, globalement, vous avez deux types de personnes. On va avoir des gens qui doivent être des utilisateurs lambda, c'est tout le monde, ça va être la secrétaire, ça va être le chauffeur, ça va être l'intendant, etc., etc. Et puis, on va avoir des spécialistes, des gens qui sont comme vous, qui, eux, doivent concevoir, designer des modèles, donc des experts. Donc, on a des gens qu'il faut former, comme on dit là, acculturer, voilà, acculturer aux outils, c'est utiliser des outils génératifs AI, Mistral, ChatGPT, etc. Et surtout aussi savoir analyser les résultats qui sont fournis. Donc, dans l'étude, même si je n'ai pas une slide pour ça, ce qui a été dit, c'est que une des compétences clés qui va arriver, ce n'est pas du tout une compétence technique, c'est toutes les compétences soft qu'on dit, c'est-à-dire savoir d'abord dialoguer avec les gens, savoir interpréter des résultats d'IA générative, savoir en fait tisser du relationnel. Ces compétences de plus en plus vont être majeures dans le nouveau monde dans lequel on va vivre et pas nécessairement en réalité des compétences purement techniques. L'autre étude, rapidement, que je vais vous montrer, c'est le World Economic Forum. Vous en entendez tout le temps parler parce qu'on a souvent des dirigeants qui y participent. Là aussi, ils ont sorti un rapport qui est très récent, 2025, et ils ont fait un gros questionnaire. Et ils ont questionné à peu près 14 millions, enfin des entreprises qui représentent 14 millions de personnes, donc c'est énorme. Et là aussi, bon, ça, je pense que je vais passer, c'est pas intéressant. Je vais plutôt revenir directement déjà sur, pareil comme l'étude précédente, sur la migration de type d'emploi qu'il va y avoir, et notamment et les facteurs qui impliquent. Donc, évidemment, vous voyez ici, vous avez, comme on appelle, les key topics, c'est-à-dire les emplois majeurs sur lesquels vraiment, on va continuer à les employer parce que tout simplement, on en aura beaucoup, beaucoup besoin. C'est tout ce qui est ingénieur, spécialiste d'apprentissage machine, le big data, tout ce qui est autour de la fintech, mais au sens écosystème. Hein, okay. Donc, ça veut dire que des juristes pour la fintech, c'est important. Des sociologues de la fintech, c'est important. Des anthropologues pour les changements sociaux, tout, c'est important. Donc, vous voyez, les énergies renouvelables, c'est important. En revanche, tous ceux qui ont un boulot exclusivement, par exemple, de collecte de données, eh bien ça va être automatisé. Tous ceux qui font, vous savez qu'en Guinée, les banques font le comptage manuel de la monnaie. Ça, c'est des choses qui, à terme, vont disparaître, évidemment, etc., etc. Même le conseiller bancaire, on voit maintenant, 30%, j'ai vu la dernière fois, j'ai écouté une émission il y a 2-3 jours où le monsieur, il explique une start-up. En gros, ils ont réussi à remplacer 30% du métier, 30% du métier par du conseil automatisé. D'accord? Bon, ça, je vais passer, c'est pas important. Donc, c'est vous montrer clairement ici, mais en fait, ça rejoint une des slides qui est ressortie dans l'étude de Microsoft, mais on voit clairement qu'il y a un type d'emploi qui seront des emplois clés. Donc, moi, j'encouragerais les gens vraiment à se focaliser sur ça. Et il y a des types d'emplois, il faut plutôt être très prudent parce que tout simplement, il y a de fortes chances que ces emplois, à terme, hein, c'est-à-dire que c'est dans les 2, 3, 5 ans, arriver là, soient remplacés par de l'IA. Donc ça, c'est pas la peine pour vous. Globalement, c'est qu'il faut juste savoir, c'est que, parce que souvent, quand on parle d'IA, les gens ont l'impression que ce n'est que la partie technique. Moi, je suis de formation ingénieur, doctorat, donc je suis professeur d'université, je suis technique. En revanche, je suis très ouvert aux autres métiers. Et donc, toute la plus-value, c'est d'arriver à collaborer avec des gens qui ne sont pas comme nous. D'accord? Moi, je suis dans une initiative ici, on a à Bordeaux ce qu'on appelle l'Observatoire des données en démocratie, l'Observatoire de la surveillance en démocratie. On a dedans des juristes, d'ailleurs c'est eux qui sont les porteurs du projet, moi je suis co-porteur. On a des informaticiens, des spécialistes de santé, des philosophes, etc. Parce qu'il faut discuter avec tous ces gens-là pour
attaquer les nouveaux enjeux qui nous arrivent. Ce n'est pas que de la question technique, en fait. Il ne faut pas faire l'erreur de résumer à de la technique. Il faut vraiment s'intéresser aux autres aspects, les aspects législatifs, les aspects de sociologie, mais de sociologie du changement des sociologies, des nouvelles technologies qu'il va falloir avoir. Ça, je vais le passer. C'est pas très, très utile. En fait, je voulais arriver, voilà. Du coup, ce qu'il faut comme compétence vraiment à apprendre. Et malheureusement, dans les pays comme la Guinée, les gens ont tendance à fuir ce genre de filière à l'université. Vous avez vu que l'IA, tout ce qu'on parle de RAG, de modèle vecteur, de vectoriel, d'embedding, etc., c'est de l'algèbre linéaire qu'il y a derrière. OK? Donc, ça veut dire que si tu es fort en algèbre linéaire, tu peux appréhender plus facilement ça. Il y a dedans des mathématiques et des applications des mathématiques, des stats, des probas. Il y a de la physique. Et puis, moi, je considère, si j'avais peut-être à refaire, moi, je suis très content de ce que je fais, j'ai choisi ce métier-là, j'ai choisi de faire informatique, mais j'aurais accolé à l'informatique de la physique, parce que la physique nous permet de comprendre les phénomènes. Et ceux qui ont fait des parcours de physique, la plupart des pontes dont vous entendez parler en réalité au niveau international, ils se sont formés en physique souvent au départ, maths pure, physique. Et ensuite, ils ont rajouté une petite couche d'autres choses. Ça, c'est vraiment comme on dit, c'est les core skills. C'est les choses qu'il faut apprendre parce qu'après, on pourra transférer ça sur plusieurs domaines. Et puis, il faut être ouvert à des notions philosophiques parce que ça peut aussi nous aider vraiment à comprendre certains enjeux. En fait, il ne faut pas trop se focaliser que sur vous savez, les langages de programmation. Finalement, il vaut mieux apprendre, être très fort les structures de données, l'algorithmique, parce qu'après ça, de toute façon, la pensée logique, vous allez le transférer dans plein de langages que d'apprendre X langage, parce que finalement, c'est très facile, et puis l'IA nous fera, de toute façon, nous fera ça à notre place. Et donc ça, c'est vraiment très, très important, il faut le prendre en compte. Et ce que je voulais aussi dire, en fait, avant de clore, c'est que moi, je note avec beaucoup d'inquiétude tout le conglomérat de bailleurs internationaux qui viennent dire aider la Guinée. Donc, chacun vient avec son programme. C'est exactement ce qui s'est passé les années précédentes dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, je le vois reproduire dans le domaine du numérique. Vous avez Wardi par-ci, vous avez Enabel par-là, vous avez plein de programmes. Et malheureusement, il n'y a pas de gens au niveau guinéen très outillés, je pense au niveau des ministères, parce qu'ils ont malheureusement dépouillé la compétence des directions nationales qui existent au niveau des ministères pour réfléchir, pour faire en sorte des effets entonnoirs, pour dire attention, discutez entre vous, parce que vous êtes en train de faire et refaire les choses, les mêmes choses, parce que ces gens sont obligés de justifier, d'auto-justifier leur présence. Donc moi, si j'ai un message à passer, il faut être très critique aussi vis-à-vis de tous ces canaux qui arrivent, parce que tout simplement, on risque de mal faire en fait les choses, alors qu'on a une grosse chance de sauter des pas énormes et de manière très rapide, parce qu'on peut éviter les erreurs que les autres pays ont faites. Voilà, je m'arrête là. J'ai encore 10 minutes max où je peux répondre à des questions, mais j'avais donc volontairement voulu ne pas parler technique, mais évidemment, si les organisateurs veulent, demain je peux revenir par exemple parler d'IA symbolique, comment on utilise des graphes, on fait de l'apprentissage sur graphes pour détecter, de sortir, faire des prédictions. Voilà, merci. Donc j'arrête mon partage. Est-ce que vous avez des questions? Ou j'ai perdu tout le monde? Pas non, on est là. c'est aussi pas exclu, hein? Voilà.